dis Anne-Laure, j'en ai un peu marre de lire là, ton truc, la quête du présent dans le passé par un groupe de culture tibétaine au Sikkim, dans l'Himalaya oriental. Franchement, ouais, franchement, il fait chaud, il fait beau. Viens, on va se boire une bière, quoi. J'en ai marre. Ouais, ok, t'as raison, je connais un bon coin. Et puis, c'est pas à toi de payer la tournée cette fois? Si, parce que t'as payé hier, mais tu sais, j'ai plus d'euros, quoi. J'ai tout dépensé hier, j'ai plus rien, quoi. Ça me saoule ces systèmes de monnaie, ces trucs. Tu sais, toi t'es entrepôt, tu vas pas me dire. Il y a quand même des gens qui ont fait des trucs un peu plus cool que des pièces et des billets. Bah, il y a un peu de tout, tu serais plutôt quoi? Coquillages, dents de marsouin, plumes, sel, pierres polies. Tant que c'est rare et que c'est précieux, tu peux faire une monnaie avec à peu près n'importe quoi. Tu connais la Kula? Celle que présentait Malinowski après son séjour dans les îles trop brillants? Malinowski, si, parce qu'il est souvent cité, le système de la Kula, ouais, mais honnêtement, j'ai lu et c'était tellement compliqué que j'ai rien compris. En plus, ça m'a semblé totalement illogique, franchement. Mais vas-y, raconte. Bon bah en gros, la Kula, c'est un système d'échange de biens cérémoniels qui était établi autrefois, ça n'existe plus, entre plusieurs îles d'un archipel pas très loin de la Papouasie. Pour maintenir une entente cordiale entre toutes les communautés et affirmer certains privilèges, les habitants de ces îles ont mis en place un système plutôt ingénieux, basé sur l'échange de colliers rouges, les soulava, et de bracelets blancs, les moalis, tous deux composés de coquillages. Ils tournent, toujours dans le même sens, les colliers dans celui des aiguilles d'une montre, les bracelets dans le sens inverse, et passent d'île en île. Régulièrement, on les échange de communauté en communauté, et on suppose que ça s'est fait pendant de nombreux siècles. Posséder un de ces bijoux conférait à son déteneur une place privilégiée durant tout le temps où il le conservait auprès de lui, mais pour autant il ne pouvait pas le garder indéfiniment. La circulation des biens devait continuer toujours pour maintenir l'équilibre. Tous les individus de la communauté ne participaient pas à la Kula. C'était le plus souvent ceux qui cherchaient une position de big men, de privilège, de pouvoir, qui avaient le plus intérêt à utiliser ce réseau. Les échanges de coquillages permettent de créer et de renforcer des liens sociaux entre les membres des différents groupes. Et puis, une fois qu'on a remis son bracelet ou son collier à quelqu'un, on devient officiellement son partenaire social jusqu'à la fin de nos jours. En gros, on entre dans la Kula pour plus en sortir. C'est un système qu'on apparente à la monnaie, mais qui est vraiment très particulier, mais en même temps très intéressant. Elle servait à ceux que Malinowski appelait les argonautes du Pacifique à maintenir des liens de paix et de partenariat entre différents groupes voisins. L'échange cérémoniel de coquillages était l'occasion pour les visiter en passant outre l'animosité et les tensions. Tu vois, c'est plutôt cool comme système. La Kula relève d'une dimension sociale, politique et psychologique importante. Mais tu vois, c'est un système d'échange de dons, et pas vraiment un système d'échange marchand. La valeur économique des coquillages est nulle, c'est sa dimension rituelle qui importe ici. Alors les coquillages voyagent, encore et encore, d'île en île, offrant prestige à leurs détenteurs et faisant naître sur leur passage des amitiés nouvelles, sans que jamais ne s'interrompe ou ne s'inverse le sens de leur parcours. C'est plutôt pas mal, non? Mais je ne sais pas si c'est avec ça qu'on pourra se payer une bière. Je sais pas, mais c'est un système assez marrant, franchement. Je me demande toujours comment ça a commencé, ces trucs-là. Et du coup, je me pose une question. Alors, ces colliers, comment on se les échangeait tout le temps? Je sais pas, imaginons qu'il y a quelqu'un qui se mettait à les fabriquer pour en avoir plus, pour en distribuer plus ou pour en posséder plus. Enfin, ça marchait comment? Ils étaient spéciaux Bah, il y avait, oui, c'était des bracelets spéciaux, c'était leur rareté qui leur conférait en partie leur prestige, donc c'était toujours les mêmes colliers qui circulaient. Après, bien sûr, dans le temps, il devait arriver que des colliers se perdent ou qu'on en fasse d'autres, mais leur nombre était restreint et je pense que c'était des femmes qui devaient les fabriquer parce que c'était généralement elles qui se chargeaient de ce genre d'activité en Papouasie. Ok, donc c'était une monnaie fixe, quoi. Il y avait un nombre donné de colliers au début. Ouais, c'est intéressant. Bon, t'as autre chose comme monnaie? Les coquillages, c'est marrant, mais... Bah, il y a bien quelque chose qui me vient en tête, mais l'idée va peut-être pas plaire à tout le monde. S'il y a bien un système d'échange que l'on pourrait presque dire au fondement des sociétés humaines, eh ben... Ah, je me demande si je ferais bien de te le dire, ça pourrait mal finir. Je sens que ça va être horrible parce que quand on parle de sacrifices, de trucs horribles, les anthropologues ils sont à fond dessus, mais écoute, vas-y, ouais, parle-moi. Non, pas de sacrifice tout ça, mais bon. Disons que la monnaie de base, celle qui permet aux structures de parenté et aux sociétés humaines de se mettre en place et d'entretenir des rapports ouverts au monde, c'est les femmes. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément, bon, ça, l'échange de femmes. Ouais. T'as bien compris. Si on en croit la théorie de l'alliance de Lévi-Strauss, en établissant des interdits et des recommandations en ce qui concerne les alliances matrimoniales,
du genre tu peux épouser ta cousine mais pas ta sœur, des échanges réciproques de femmes se mettent en place. Dans le principe, tu ne peux peut-être pas épouser ta sœur, mais tu peux la monnayer en échange de la sœur du voisin. Les femmes, d'après les normes et les règles particulières à chaque espace-temps, circulent entre les différents groupes sociaux et familiaux qui forment cet ensemble plus grand qu'on appelle la société. C'est un mécanisme anthropologique fondamental, mais attention à toi, va pas essayer de m'échanger contre une bière. Moi, je pense que tu vaux plus que ça, franchement. Et puis, bon, en plus, je dois dire quand même que c'est une monnaie qui est plutôt agréable à fabriquer, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais a priori, c'est mieux que casser des cailloux. Mais bon, ça m'aide pas vraiment pour aller me payer une bière, t'as raison. Puis en plus de ça, j'ai besoin de toi pour rentrer au podcast, je vais pas te monnayer. T'as pas un truc un peu plus socialement acceptable? On se fait pas tirer dessus dans la rue si on le fait? Si tu veux, tu peux aussi utiliser le sel, comme les barouillas. C'est encore une société de Papouasie qui a été étudiée par Godelier et qui utilisait une plante particulière dont les cendres produisaient du sel, précieuse denrée dont la fabrication était minutieusement ritualisée. Il arrivait que certains clans fassent des guerres pour s'approprier des territoires propices à la pousse de l'herbe à sel, et la répartition de ces espaces était inégale. Certaines communautés étaient donc plus riches que d'autres, et donc une fois le sel récolté, chaque homme distribuait son sel à ses alliés, beaux-frères, gendres et autres. Le reste était gardé pour les besoins de la famille et donc pour les échanges futurs. Cela peut par exemple servir à payer le sorcier qui a guéri un membre de la famille, à se procurer des denrées ou des matériaux qu'on n'a pas en sa possession, ou remercier pour un service rendu quelconque. On s'approche un peu plus de la monnaie à valeur marchande telle que l'on la connaît aujourd'hui dans nos pays. Ouais, c'est vrai que ça, je me souviens par contre que le sel, il était beaucoup utilisé. J'imaginais plutôt dans le marchandage et tu vois, pour le troc, quoi, tu vois, parce que ça avait une grande valeur, mais je savais pas que ça avait été utilisé vraiment comme une monnaie. Ah, c'est cool, on est au bord de la mer, donc il y a peut-être moyen d'aller chercher en vitesse un petit kilo de sable, de sel plutôt pour aller payer notre bière, mais bon, c'est pas très lourd à porter, une petite salière dans la poche et puis c'est parti, quoi. Ah, ça c'est bien vrai, mais tu sais, il y a certaines monnaies qui étaient un peu moins pratiques à transporter que celle-là. Pas très loin d'Hawaï, sur l'île de Yap, les quelques milliers d'insulaires ont mis au point un système monétaire qui va sûrement te plaire. Pour tout ce qui est petits achats, ils avaient recours à de gros coquillages qu'ils s'échangeaient les uns les autres, un peu comme les barouillas le faisaient avec leur barre de sel. Mais là où ça devient vraiment sympa, c'est lorsqu'il est question de gros paiements, là où les coquillages ne suffisent pas. Alors, sur l'île de Yap, on utilise ce qu'on appelle les raies. Ce sont des pierres circulaires, percées en leur centre, creusées avec des coquillages et du corail, donc bien galère. Il y en a des petites, mais aussi des très grandes qui pouvaient largement dépasser la taille et la largeur d'un homme. Celle-là était réservée pour les grosses dépenses. Ouais, d'accord, la taille d'un homme, bon, je suppose que tu la sors pas vraiment de ton porte-monnaie comme ça. Du coup, comment ils faisaient pour les transactions? Parce que tu pouvais pas l'amener avec toi pour aller au marché, quoi. Ah, c'est sûr que tu trimbales pas une pierre de plusieurs tonnes comme ça. Déplacer ces pierres, c'était pas une mince affaire. Donc du coup, ce qu'il faisait, c'est que le propriétaire pouvait changer tout en laissant la pierre demeurer auprès de la maison de son prédécesseur. Le propriétaire change, mais la pierre, elle, reste au même endroit. Et puis, plus il fallait souffrir pour importer un ré jusqu'à un endroit, et plus le ré avait de la valeur. Ainsi, quand il y a quelqu'un qui mourait en route pour porter une pierre, la valeur de la pierre augmentait. Ouais, c'est intéressant pour faire fluctuer la monnaie, c'est pas forcément le meilleur moyen, mais donc ouais, on comprend que c'est pas la monnaie physique qui se déplace, parce que la pierre, elle reste au même endroit. Par contre, sa valeur, elle se déplace. Mais en fait, ça me fait penser un petit peu, si j'ose dire, à la monnaie actuelle, même si elle est... Enfin, s'il y a beaucoup de transactions et tout ça qui changent la donne, mais finalement, on a quelque part de l'or, et puis les billets qu'on s'échange et les pièces qu'on s'échange, c'est comme un échange de la valeur de cet or, mais l'or, il reste toujours à la même place, s'il est là d'ailleurs, hein. Grande question. Mais en fait, c'est assez intéressant. Donc, ouais, c'est pas. Par contre, là, ouais, c'est pas matériel sur Yap dans le sens où ils ont pas ces pièces et ces billets, mais c'est vraiment quelque chose d'oral. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au début, les chefs pouvaient contrôler le flux des raies, mais cela a changé quand les relations avec les étrangers se sont intensifiées. De plus en plus de gens pouvaient partir en bateau jusqu'à l'île voisine qui était située à peu près 5 jours de canoë de l'île, de Yap, et où on fabriquait les cercles de pierre. Du coup, il y en a de plus en plus qui prenaient le bateau et allaient là-bas pour en fabriquer. Du coup, la fabrication s'est en quelque sorte démocratisée et il y a eu de plus en plus de raies.
Ouais, ce qui a déclenché une inflation, hein, je pense. C'est pas vraiment l'idéal pour une monnaie. Je me demande s'il n'y a pas des moyens de déjouer ce système. Tu sais, je suis un peu, tu vois, tordu, quoi, parce que c'est basé sur la confiance. Et puis finalement, l'historique, quoi, l'historique en elle-même et le fait que les gens en parlent, ça prouve que ta monnaie, elle est là, qu'elle t'appartient et qu'elle a une certaine valeur. Mais ça doit être, enfin, tu sais, la confiance, ça se truste, quoi. Même si ce n'est pas avéré, c'est une possibilité. Par exemple, une famille de l'île était réputée très riche pour la possession d'un grand ré que pourtant personne ne pouvait voir parce qu'il avait été perdu au fond de l'eau alors qu'on le ramenait sur l'île. En gros, le truc n'était jamais arrivé jusqu'à Yap, mais pour autant sa valeur était avérée et consensuellement acceptée par tous. Comme le système est basé sur cette confiance et que le marin a affirmé qu'il y avait un ré et en a décrit la taille et la qualité, sa parole n'a pas été remise en doute. Le ré n'en perd pas pour autant sa valeur et continue avec le temps à servir les intérêts de son propriétaire et sa descendance. L'important, ce n'est pas de voir ou de posséder la monnaie en question, mais plutôt de croire en son pouvoir. On donne aux rés des propriétés magiques qui participent à leur place au sein du système social de l'île. Ce n'est en fin de compte pas si différent de notre manière de faire. Ouais, à un certain niveau, non, c'est vrai. C'est plutôt intéressant ces trucs de monnaie, mais bon, bah écoute, j'avais déjà soif avant, maintenant franchement j'ai vraiment soif. Bon, et on est au bord de la mer, donc on peut aller chercher du sel, on peut voir s'il y a des coquillages et on va essayer de payer cette bière comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est suisse. Même avec des coquillages, ils jouent les capitalistes, mais allez bon, allez je te suis.